Bandambo Tikandambo et d'aller investir. Article 15. Alors, Débrouillez-vous pour vivre. Surtout cet esprit, il y a qu'à piller les biens des nations, de ne pas construire la nation, que j'appelle l'apatride. C'est ça cet esprit que moi je dis le mauvais héritage. Vous avez touché un sujet important. Moi je qualifie ce sujet de mauvais héritage. Puisque ces générations devaient identifier les mauvais héritages et les détruire pour qu'ils ne traversent pas l'autre génération. Mais que dites-vous par exemple aujourd'hui? Nous prenons Papa Wemba, l'héritage qu'il a laissé à la jeunesse congolaise, c'est qu'ils appellent la sapologie. Donc quelqu'un peut tout investir sa vie dans les habits. Et à la fin, quand il va mourir, on va les couronner, je ne sais pas moi, héros national. Héros national de la destruction. Qu'est-ce qu'il a apporté à notre génération, à notre jeunesse? Vous savez, quand une nation arrive à la décomposition, à la déchéance, il établit un veau d'or. Il élève un veau d'or sur lequel tout le monde adore. Et les héros sont devenus des zéros. Les héros sont devenus des zéros. Et des zéros deviennent des héros. Et c'est ça justement le paradoxe du Congo. Vraiment. Qui fait que les princes marchent à pied, traînant de esclavages chevaux. Donc alors, on a atteint la sommité du renversement des valeurs. Le renversement des valeurs. Ce qui est négatif devient élevé, ce qui est positif devient renversé. Mais en fin de compte, moi je pose la question. Vous prenez un homme comme Papa Wemba. Ici je parle comment est-ce qu'ils sont parvenus à détruire le vrai valeur au Congo et à élever ce qui est négatif et qui nous a coûté cher. Regardez l'influence que cet homme a eu sur la génération, sur la jeunesse qu'il a venue de demain. Regarde l'influence du Papa Wemba. Vous savez, je suis du Maniema. Je suis proche de Batetela. Les Kikusu que moi je parle et la Tetela, c'est presque la même langue. Mais je n'ai jamais été fanatique du Papa Wemba. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'esprit qui est derrière le message. Et il y a eu des religions au Congo. Voilà. À part le Primakuria, qui avait une coloration politico-spirituelle, mystique. Mais une autre religion qui était dans la coloration, dans le plan de la musique. La religion Kitendi. Et les gens n'ont pas fait attention à cela. Ce qui est grave, c'est que les gens font des prières pour ça. J'ai vu les jeunes gens en train de faire des prières, la prière sur la sapologie, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est ancré. C'est un envoûtement. Un envoûtement qui... Il y a eu deux grands prêtres au Congo qui devaient ériger la conscience nationale dans l'inversion des valeurs. On a pris d'abord Papa Wemba. L'influence, vous savez, les Atetela ont une grande capacité à le plan d'éloquence. C'est une onction qu'on a donnée à ces peuples-là. Même de Malanga, c'est pas un hasard. Mais ils utilisent seulement cette éloquence négativement. Papa Wemba a utilisé cette énergie-là négativement. Regardez l'influence que cet homme a fait à la jeunesse congolaise et à toute une génération. Jusqu'au niveau où même les pasteurs devraient être délivrés de l'esprit de Papa Wemba. Ils s'habillent comme lui, ils marchent comme lui, parlent comme lui. Tous les leaderships congolais ressemblent à Papa Wemba. Il y a deux personnes. Regarde les Congolais quand ils marchent. C'est presque Mobutu. Vous lui donnez une canne, il marche comme Mobutu. Ces deux grands esprits-là ont incarné les Congolais. Ils ont empêché que l'esprit de Christ véritable, que j'ai démontré que l'humilité, l'agneau, puisse descendre. Vous voyez, Dieu ne dépose pas sa gloire sur la vanité de l'homme. Alors, l'esprit de musicien, l'esprit de la sape, Poto Ezalola. Voilà le message de Papa Wemba. Poto Ezalola. Et cet esprit a cassé automatiquement l'esprit du nationalisme et a provoqué cet exode, cette chimère de croire que l'Europe c'est la terre promise. Et le peuple congolais ne pouvait plus s'attacher à sa terre promise, à sa patrie.
Il a développé son avenir dans une vie d'Europe, là où il doit vivre comme un prise en charge éternel. Regardez cet esprit de détachement qu'ils ont créé dans la véhiculation de leur message. Au point d'être inconscient de sa nation. Ils ont détaché le peuple de leurs racines. Et ils ont démobilisé le peuple de l'intérêt à leur propre nation. Potos alors là. Et tout le monde pouvait tout vendre au Congo. Pourvu que moi, on a idéalisé l'Europe. Vous voyez? Et non seulement ça. Ça, c'est le message de Papa. Le deuxième message de Papa. Religion qui t'aide. Quelqu'un pouvait dormir sur une natte. Mais avoir des chaussettes, des chaussures de 10 000 $. Quelqu'un pouvait manger la chikwang. Ne pas acheter la maison. Mais avoir une chemise qui coûte 20 000 $. Il y a un esprit de superficialité. Des personnes superficielles. Et ce sont cette génération, cette société-là, ces peuples-là qui doivent tenir une grande nation comme le Congo, qui a une grande destin universel. Ils ont dépersonnifié le Congolais. Vous avez parlé de la démystification de l'âme congolaise. Est-ce que vous pouvez encore nous en parler vraiment un peu en détail? La démystification. Ouais. La démystification, c'est quoi de l'âme? C'est la subjugation. La subjugation. Ça veut dire détruire, dominer sur votre âme, briser la force de l'âme de quelqu'un. La grandeur de l'homme se résulte dans son âme. Et quand cette âme est attachée aux valeurs élevées. La grandeur d'un homme réside dans son âme. Quand cette âme est attachée aux valeurs élevées. Les valeurs élevées, ce n'est pas les sapes. Les valeurs élevées, ce sont des choses qui reflètent l'intérêt des générations. Vous voyez? Alors, la démystification de l'âme congolaise s'est faite à partir, je disais, ceux qui étaient nos modèles. Le père fondateur, ceux qui étaient les vrais disciples du nationalisme congolais, les symboles de notre liberté. Kimba Evariste, Jazou Sendou, Polo Kito, tous ces gens-là. Remarquez que la Deuxième République n'avait que comme mission de détruire ces gens. Ces gens avaient été pendus publiquement. Vous savez, une société a besoin de modèle. Pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à être sous les hommes, contrôlés? Quand vous regardez le leadership politique congolais, dans toutes les négociations qu'ils ont fait, à San City partout, toutes les alliances qu'ils ont fait, eh bien, ils sont sortis laqués dans les pattes. C'était des alliances qui profitaient aux autres. Mais c'était des alliances qui déterminaient le destin de leur nation. Voilà. Mais en fin de compte, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est l'élite rwandaise que nous trouvons dans l'hégémonie de tout le poste de commandement au Congo. Après 15 ans, après San City, il contrôle tout. Mais où se trouve le Nosumba? Il était chef d'état-major de sa rébellion. Où est-ce qu'il se trouve? Où se trouve Jean-Pierre Bemba? Vous regardez, je parle de l'élite congolaise. Vous regardez, c'est quoi? C'est la crise d'identité, l'absence de la dignité, la confusion entre ce qui est grand et ce qui est superficiel. Ils peuvent vendre des choses qui ont des valeurs de génération, pourvu qu'il ait l'argent pour construire en Espagne. C'est ça le problème que nous avons. Cette élite n'avait pas eu de valeur de transcendance. C'est ça le plus grand problème. Vous voyez? Alors, quand les musiciens deviennent le modèle de votre société, c'est toute une société qui va dans la dérive. Parce que je ne suis pas contre les musiciens, mais ils ont une place dans la société. Ils chantent la gloire quand la révolution positive a réussi. Vous voyez? Quand la révolution a été établie, les musiciens chantent la gloire. Vous comprenez? Ils ont leur place. Ils chantent l'amour, des choses. Quand un homme a réussi dans sa vie, il a besoin maintenant de se réjouir. Il écoute des chansons d'amour, tout cela, qui sont des choses qui relèvent maintenant à la diversité. Quand l'essentiel est atteint, oui.
Mais les musiciens ne doivent pas être les modèles d'une société. Ce sont les sages, les anciens, les nobles, les anciens, qui sont le modèle de la société, puisqu'ils ont la sagesse. Mais les Congolais... On n'a pas des anciens au Congo. Malheureusement, ils sont ignorés. Les anciens n'ont aucune influence. Le plus grand problème, c'est que quand vous regardez l'influence des Congolais, ils sont influencés par les musiciens. Ce sont les musiciens qui constituent, qui ont façonné leur mentalité. Malheureusement, c'est ça. Or, c'est quoi la mentalité des musiciens? Le musicien vit dans la superficialité. Ils sont en parfaite concurrence entre eux. L'esprit des musiciens n'est pas l'esprit de la solidarité. Puisqu'ils sont en concurrence entre eux. Yéamata, Moninga Kita. Vous comprenez? Or, quand chaque peuple, chaque personne doit devenir comme un musicien, cette société-là ne serait jamais solidaire. Cette société serait une société toujours en conflit. Bako Kanakate. Puisque Motoningi Yéamata. Et Kozeraka Akobendana. Bakolingate, Bakozara Esikamokote. Quand vous regardez la vie des musiciens, c'est critique entre eux. C'est de conflit à conflit. Cela a atteint les églises. Cela a atteint la politique. Cela a atteint toute la société. Une société qui n'est pas solidaire ne peut jamais se libérer. Les points centraux de la libération passent d'abord par la solidarité. Les points forts du Congolais, les points faibles c'est l'absence de la solidarité. C'est une société qui n'a pas le sens de leadership communautaire. Il n'y a pas ça. Il n'y a que le sens de leadership individualiste. Il y a un diamant. Comme ça on le voit, on applaudit pour lui seul. Les autres s'agenouillent. Vous voyez? Mais ce n'est pas comme dans d'autres sociétés. Si un élite s'élève, il forme autour d'eux, de lui, il forme une relève. Des gens comme lui, qui vont perpétuer les valeurs qui sont en lui dans des générations à venir. Vous voyez? Chez nous, ce n'est pas comme ça. Il y a cette rupture toujours, il n'y a pas cette continuité de la chaîne. Notre leadership n'a pas le sens de la successivité. Le sens de l'héritage. L'héritage. Garder l'héritage, l'entretenir et le transmettre à notre génération. De devenir un arbre d'héritage qui n'existe que pour les autres, pas pour toi. Tu es un intérêt international. Tu existes pour qu'une nation naisse vers toi et que tu transmets ces générations, ce valeur de génération en génération. Ici, le modèle de l'élite congolaise, c'est qu'il soit admiré, adoré, qu'il soit le seul en espèce. Et quand il disparaît avec toutes les valeurs qu'il avait, après moi, les délige. Vous voyez? Ce n'est pas après moi une génération d'élévation continue. C'est ça le problème. Mais si le leadership congolais devait comprendre que je suis un don pour la nation, c'est moi qui va créer les autres Congolais, les nouveaux Congos. Alors, je dois former autour de moi. Je ne serai jamais éternel. Non, je suis seulement un patrimoine national. J'existe pour donner forme à une vision et de former ceux qui vont continuer après moi. Aucun homme est éternel. Le jour que je disparais, une nouvelle génération prend la relève et perpétue ses valeurs et la nation subsistera. Il n'y a pas cette culture-là d'amour communautaire. Et ça, c'est dans l'essence du leadership. C'est ça le leadership congolais. Ok, on va petit à petit vers la fin de notre émission. Mais il y a quelque chose que je voulais qui m'a frappé. Tu en as parlé, mais j'aimerais que tu insistes là-dessus. Quel était le vrai sens, le but de la pendaison de la Pentecôte? Vous voyez, je crois que le but de la Pentecôte, comme je l'avais dit, était de détruire d'abord l'énergie positive de ce peuple. Cette énergie qui était dans les hommes politiques, dans les ministres qu'on devait pendre. Cette énergie qui était portée dans la conscience de l'idéal de ces ministres qu'on devait pendre. Cette philosophie nationaliste que Mahamba, Polo, Kimba,
transportés dans leur sang. Vous savez, si on veut détruire ta vie, en fait, tu es un esclave. Quelle était la philosophie de nos colonisateurs? Eh bien, ils vont prendre ton papa. Ils vont le fouetter à nu devant toi. Ils vont humilier votre papa devant toi. Ainsi, ils brisent votre force intérieure. Ainsi, ils brisent votre énergie positive. Ainsi, ils détruisent votre autorité. Puisque votre papa reflète votre autorité. Mahamba et Kimba reflétaient l'autorité de cette nation. Ils reflétaient le nationalisme de cette nation. Vous voyez, en les pendant publiquement, eh bien, c'est comme si ils étaient en train de détruire ces mythes. Tu comprends? De briser cette image, de détruire cette force positive. Donc, c'est ça la subjugation. C'est ça la démystification. En les pendant publiquement, automatiquement, ils ont brisé la force intérieure de ce peuple. Et ils ont choisi celle-là, le jour de la Pentecôte. Puisque le jour de la Pentecôte, il y a une effusion de Saint-Esprit qui vient. Qui donne à l'homme la force. Une énergie que Dieu a prévue pour chaque nation. Une rencontre. Pour que l'homme transcende ce qui est en lui. Arrive à réaliser ces choses. Il y a une force supérieure qui vient. Et ce jour-là, Dieu reconnaît, la nature connaît. Mais cette république-là, ce pouvoir-là a choisi le même jour, utilisant la même force, la même énergie de la Pentecôte. Et ils l'ont canalisé dans le sens négatif. Et ils ont propulsé cette force-là dans le peuple. Et cette force-là a brisé l'énergie du corps mystique du Congolais. Ses capacités d'élévation, ses capacités de grandeur a été détruite, paralysée. Et depuis ce jour-là, la peur, ce que eux considéraient comme étant ce modèle, avait été démystifié devant lui, pendu devant lui. Qu'est-ce qui arrive? C'est la peur. Vous voyez? Et après la peur, c'est quoi? On devient petit. On perd complètement ses convictions, on perd complètement sa contenance. On devient un peuple dominé. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, mais je veux qu'on puisse maintenant clôturer parce que des choses que vous avez dites, lorsqu'on prend un papa devant son fils, on les déshabille, on les frappe, c'est détruire l'énergie de toute une génération. Et c'est ce qui a été fait. Et la même méthode continue aujourd'hui. Quand on prend une femme, on la viole à l'est du Congo, devant son mari, devant ses enfants, on détruit la société. On a aujourd'hui détruit la matrice de notre société, la femme, les viols. Bon, il y a tellement beaucoup de choses, tellement le temps nous manque, mais j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques, parce que là vous avez parlé un peu de points importants dans la restauration, la valeur de l'identité, les repositionnements, la maintenance, les rattrapages, ainsi que le cheval de Troie de la restauration. Est-ce que dans quelques minutes, vous pouvez résumer afin qu'on comprenne réellement l'essence de votre livre en regardant nos amis? C'est merveilleux. L'identité. L'homme découvre sa vraie identité. Il entre dans sa vraie destinée. Quand le Congolais, qui est le prince de l'Afrique, puisque Dieu a soumis le trésor de toute l'humanité sous ses pieds, il est le prince de l'Afrique. Quand l'homme prend conscience de sa vraie identité, il peut entrer dans sa vraie destinée. Vous savez, quand on révèle au prince qu'il n'est pas un esclave et qu'il est le détenteur d'un grand royaume, ce prince change de conscience. Son attitude change en lui. Il prend conscience de sa vraie valeur. Il va commencer à se battre. Il ne se vendra jamais pour 3 fois rien. Il va réveiller en lui la révolution de la réappartenance. Il cherchera à se réappartenir. Amen. Et se réappartenir son destin. Et cela n'est pas une révolution politique. Une révolution intérieure de chaque Congolais qui découvre que je suis un prince. Dieu a déposé sous mes pieds les trésors de l'humanité entière. Il m'a mis au cœur de l'Afrique. Je ne suis pas un peuple normal, ordinaire. Je suis un prince. Je dois me repositionner afin de canaliser le destin véritable de mon nation. C'est ça ce qui arrive dans la révolution
de la réappartenance, qui vient de la valeur de l'identité quand elle est révélée. La maintenance. Je parlais de la maintenance. J'aimerais que tu puisses me lire la phrase qui suit là. L'histoire se répète, dit-on. Il n'y a que les imbéciles qui tombent à 2 reprises dans le même piège. N'ayant rien appris de leur passé, disent le français. Le prince congolais devra apprendre, comprendre, appliquer à son avantage et léguer à sa postérité les raisons, les causes et mécanismes qui ont conduit à sa chute du trône au régime animal. Relève-toi de là où tu es tombé. Il doit aussi comprendre les ficelles utilisées par son ennemi pour les tirer et les traîner hors de son paradis, de l'abondance, de l'excellence, à la survie simple. Il doit léguer à sa postérité les secrets, la stratégie et la sagesse de la restauration, la feuille de route. Formidable. Ce qui me plaît ici, c'est qu'on revient sur les livres. J'ai rêvé un jour d'expliquer les livres en parcourant les lignes. La valeur de l'identité. Antonio Gramsci a dit, pour qu'une révolution politique réussisse, il faut d'abord l'émergence d'un leadership culturel, culture par spirituel en même temps, qui donne l'identité nationale. Il faut d'abord l'émergence d'un leadership culturel spirituel, qui établit d'abord quoi? La fondation, l'identité nationale, la conscience. C'est vous qui devez les révéler, c'est vous qui devez démontrer en quoi les Congolais devaient s'identifier. Je passe. La révolution culturelle précède toujours la révolution politique. Tant qu'un peuple ne se connaît pas, il n'ira nulle part. Et Dieu ne libère pas une nation avant d'abord de libérer un peuple. La révolution de la réappartenance. Je parle ici du besoin de se réappartenir. Quand un homme perd son identité, il se perd lui-même. Puisque c'est par l'identité que tu existes à travers l'univers. On doit t'identifier. Il n'a plus de caractère. Tout dans son être, dans son caractère, dans son comportement, dans sa personnalité, devient fluctuante et perméable. Regarde comment on a fait que le Congo, demain, soit une nation appartenant aux autres. Le Congo, demain, pourra exister en tant qu'un pays, mais il disparaîtra en tant qu'une nation. Vous voyez? Alors, ok, on nous signale déjà que nous sommes presque à la fin. À la fin. Les derniers points, c'était les rattrapages. Oui. En quelques mots seulement. Parce qu'on reviendra encore, hein, on va avoir l'occasion de parler en plus seulement. Votre livre est très riche. Disons le rattrapage, dans quelques mots, avant qu'on puisse clôturer. Le rattrapage, je peux le dire en trois éléments. Comme je dis ici, il n'y a que par une révolution en 3 dimensions. Regardez l'histoire du monde. Toute nation qui s'est élevée a été construite à base de ce schéma-là. La Chine, la France, l'Amérique. On commence toujours par une révolution culturelle. Puisque dans la culture et la spiritualité, c'est là où on établit les vraies fondations. Dans la révolution culturelle, c'est là où l'homme retrouve sa vraie identité. C'est là où les vraies valeurs des nations, les vraies valeurs sont restaurées. Vous voyez? En dehors de ça, la révolution politique. Il y a 3 éléments, 3 grandes révolutions que toute nation doit faire. La révolution culturelle et spirituelle, la révolution politique et technologique. 3 grandes étapes. Est-ce que nous sommes dans quelle étape? Identifions-nous. La première étape, c'est la révolution culturelle qui amène l'homme à se repositionner, à comprendre sa vraie valeur. La révolution culturelle qui permet que le grande valeur doit être mis comme fondation. La révolution politique, l'intelligence politique, la manière de la gérance, les lois, l'état de droit comme on dit, ne peut être établi que par des hommes qui sont ennoblis d'avance, par la révolution culturelle, qui comprendront la valeur de la loi. Après cela,
la révolution maintenant technologique ne peut venir. Alors, vous voyez, ce sont ces trois qui peuvent établir une nation. Mais d'abord, comme je dis, d'abord l'homme. D'abord l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous. Et pour moi, ça a été, disons, l'exaucement à ma prière. Ça fait depuis quelque temps que je prie Dieu pour qu'il me permette de rencontrer toute personne à qui il a donné quelque chose. Il a transmis un message pour le Congo. Peut-être au travers de cette vidéo, vous pouvez me suivre partout dans le monde. Si Dieu vous a parlé pour le Congo, j'ai besoin de vous rencontrer. J'ai besoin de vos écrits. Nous voulons retracer, nous voulons faire, j'appelle ça l'archive prophétique de la RDC. Essayer de retracer un peu l'histoire de ce que Dieu a parlé sur le Congo depuis un peu longtemps, aujourd'hui, afin de nous positionner. D'où venons-nous, où sommes-nous et où est-ce que nous allons. Nous devons avoir un fil conducteur, nous devons avoir une feuille de route. Nous devons essayer de léguer un héritage à nos enfants, à la génération qui vient. Où allons-nous avec le Congo? Un prince qui s'ignore, un prince qui est sur une mine d'or, un prince qui est appelé à gérer les affaires du royaume. J'ai toujours dit que le Congolais est appelé à gérer les affaires du royaume de Dieu dans ces temps de la fin. La Bible dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, cela sera ton cœur. Le trésor de l'humanité, Dieu l'a placé au Congo. C'est-à-dire le cœur de Dieu est au Congo. Les jardins d'Éden de Dieu est au Congo. Et Dieu nous place comme Congolais. Ce n'est pas un hasard. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses avec un but. Ça, c'est Proverbe 16,4. Donc, il y a un but pour lequel Dieu t'a fait Congolais. Il y a le sang royal qui coule en nous. Nous avons la nature des princes, mais nous ignorons. Alors, l'Éternel veut nous ramener à cette noblesse. Dieu veut que nous puissions retrouver cette identité, cultiver la mentalité des princes. De même que Dieu prit Moïse, il l'amena dans la maison de Pharaon. C'est de même que Dieu nous a amené, moi et toi, dans la diaspora, afin que nous puissions cultiver cette mentalité des princes. Lorsque Moïse a compris qu'il était prince, il a refusé l'identité qu'on lui avait donnée. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré l'humilité de ses frères, l'humiliation. Il est allé mourir avec ses frères. Quand il arrive chez ses frères, comme les frères avaient encore la mentalité, disons, des esclaves, alors qu'ils étaient des princes, Moïse les a trouvés en train de se battre. Dans l'esclavagisme, vous vous battez. Au lieu d'être unis, au lieu d'être solidaires, il nous manque la communauté congolaise. Partout nous passons dans tous les pays, il y a quelque chose qui caractérise les Congolais, c'est la division. Avec la division, nous n'irons nulle part. Nous avons besoin de cette unité. Moïse, en quittant la maison de Pharaon, il est venu trouver ses frères en train de se combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-nous sur notre canal YouTube pour l'amour de ma nation. En tout cas, nous serons très heureux de vous recevoir encore la prochaine fois, de vous avoir nombreux. Faites véhiculer ces messages. Nous avons une seule lutte, un combat très important, c'est de remettre le Congolais à sa place, élever la conscience du Congolais, c'est ça. Si nous arrivons à réussir ce combat, nous saurons délivrer notre nation, nous l'amènerons plus tard. On n'a pas de conflit et de combat avec les individus, là c'est trop bas, mais nous voulons élever des valeurs, nous voulons arriver à retrouver notre identité de prince. Que Dieu vous bénisse. Demain samedi, nous sommes à Héroville, ici à Johannesburg. Lorsque nous étions le 12, il y a eu les échos qui sont partis, les gens ont réclamé, ils ont dit le prophète Jamak ne doit pas rentrer en Allemagne sans que nous puissions écouter ce message. En tout cas, c'est très important. Nous vous attendons, c'est à 14h, Moula Street 50, Kona Cavendish. C'est en diagonale de l'église catholique. Que le Seigneur vous bénisse, restez en paix, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Et merci une fois de plus, Papa Prince. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok. Je suis certain qu'avant que vous partiez, qu'on puisse voir encore davantage. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des choses qu'on peut voir au caméra. Ouais. Des choses que l'esprit peut exprimer différemment. Merci, au revoir, que Dieu vous bénisse. Bye.